de cartes, donc il va falloir être attentif à l'écran. Du coup, moi je suis Serge Jacquat, je suis docteur en agroclimatologie. Alors on m'a décrit comme sachant, comme expert. Je considère qu'ici, la moitié du travail, c'est moi qui vais vous l'apporter, et l'autre moitié du travail, c'est vous qui allez l'apporter. Puisque je n'ai pas la connaissance parfaite du milieu agricole, je fais qu'apporter des éléments qui vont amener à la discussion. Les diapos ne passent pas. Il fallait appuyer sur le bouton on. Donc, vous me reconnaîtrez avec mon chapeau. Je passe souvent sur les médias. Ce n'est pas un signe forcément de connaissance de passer dans les médias, parce qu'il y a des personnes qui passent dans les médias pour dire n'importe quoi sur l'agriculture. Ne retenez pas que je passe dans les médias, mais retenez plutôt que je suis dans la recherche. Voilà, je vous apporte des éléments. Je suis membre du conseil d'administration d'Infoclimat, l'association des passionnés de météorologie de France. Je suis également chasseur d'orage pour ceux qui me connaissent. Et toutes les diapositives que vous voyez avec des photos, c'est moi qui les ai faites. Je ne les ai pas récupérées de Google pour faire beau dans le diapo. J'ai risqué ma vie pour vous faire un beau diapo, alors voilà, vous pouvez les apprécier. Bon, la présentation va être assez claire. Je vais parler de sécheresse, de gel tardif, de canicule. Les phénomènes convectifs, on peut les garder pour les questions des orages, la grêle. Puis après, on va aller directement en agroclimato sur le maïs, le blé, le soja et le tournesol. Et cette fois-ci, j'ai mis quelques cas polémiques, j'ose le faire. On va parler des vaccines et du sorgho. Je passe sur les définitions parce qu'on a un peu de retard. On va commencer par les sécheresses. Donc je commence par les observations et je vais aller ensuite sur les projections. Donc pour les sécheresses, vous avez ici la carte de France avec l'évolution des pluies sur l'année en France. Lorsqu'on est en vert, ça veut dire qu'il pleut plus sur l'année, et lorsqu'on est en rouge, c'est bon? C'est bon. Merci. Lorsqu'on est en vert, il pleut plus sur l'année, et lorsqu'on est en rouge, il pleut moins sur l'année. Donc on voit dans le nord de la France, les 3/4 de la France, il pleut plus sur l'ensemble de l'année. Dans le sud de la France, il pleut moins. Je reprends les mêmes données, je les mets en graphique pour la ville de Reims. Vous avez une augmentation des surfaces en sécheresse de 7% pour la ville de Reims. Et c'est la même chose dans le Languedoc-Roussillon. Depuis les années 60, on a une augmentation de 15% des surfaces en sécheresse. Donc je viens juste de vous dire à la diapo précédente qu'il pleut plus sur l'année, mais qu'on a une surface en sécheresse qui augmente en France. Et là, vous allez me dire, il y a un mec avec un chapeau de cow-boy qui me dit deux trucs complètement antagonistes, et je vais vous expliquer pourquoi. Au niveau de la France, donc là j'ai pris 2 villes, au niveau de la France, c'est plus 7% des surfaces en sécheresse. Il n'y a pas 2022, mais 2022 dépasse tous les autres pics. Donc ça rajoutera encore quelques surfaces en sécheresse. Au niveau des projections, donc vous avez ici, toutes les figures que vous verrez, ce sont des figures officielles de l'État ou de centres de recherche français. Je ne les ai pas récupérés sur des blogs obscurs. Donc vous avez ici l'hiver du futur et l'été du futur. Lorsqu'on est en bleu, c'est qu'il pleut plus. Donc en moyenne, en hiver, il va pleuvoir 40 à 80 mm de plus pour l'hiver. En été, c'est 40 à 80 mm de moins, et notamment dans le sud-ouest de la France. Donc quand on somme sur l'année, c'est stable, mais c'est juste que la répartition des précipitations évolue. Et ça, va falloir regarder en tête quand on va parler des bassines. Lorsqu'il pleut, dans le climat du futur, on ne voit pas forcément les chiffres, mais je vais vous les décrire, il pleut plus. Lorsqu'il y a des jours pluvieux, il pleut plus, donc ce sont des précipitations efficaces en moins, puisque lorsqu'il y a un orage qui passe, toute l'eau ne rentre pas dans le sol. Or, avec le changement climatique, chaque degré, c'est plus 9% de vapeur d'eau dans l'air, et quand il y a de la vapeur d'eau dans l'air, il pleut plus. C'est ce qui s'est passé ces derniers jours, ce qui se passe encore, on ressent avec l'humidité. Vous avez ici les pluies efficaces, pas très loin d'ici, dans le Poitou-Charentes. On voit que la tendance des pluies efficaces est à la baisse, alors que la tendance des précipitations sur l'année est à la hausse. Ça veut dire que quand il pleut, les pluies sont de moins en moins efficaces parce qu'elles tombent de façon plus importante.
Et donc au final, on va retourner sur le sol, parce que c'est ce qui nous intéresse dans l'agriculture, c'est le sol. Vous avez ici le graphique de l'humidité des sols sur l'année. Vous avez le déficit estival classique, c'est pas le changement climatique qui fait ça, mais en été, le sol est plus sec. La courbe orange, c'est la courbe moyenne de l'année. La courbe bleue, c'est les records hauts, et la courbe marron, ce sont les records bas. Si on s'attarde sur la courbe marron, je rajoute maintenant les courbes moyennes avec le changement climatique. Donc on remarque que la courbe violette, qui est celle après 2050, se superpose à la courbe des records actuels. C'est-à-dire que les records d'aujourd'hui seront la norme de demain. Et on verra en 2022 où on en est. On remarque qu'il pleut plus en hiver, comme je vous ai dit, mais on remarque que le sol est plus sec. C'est simplement dû au fait que vu qu'il fait plus chaud, les végétaux se réveillent plus tôt et transpirent plus tôt, donc il y a de la perte d'eau plus tôt. Mais également que les précipitations tombent de façon plus intense, donc le sol n'a pas le temps de les absorber, donc même en hiver, il y a un sol qui est plus sec. En été, c'est plus facile à expliquer parce qu'il fait plus chaud et plus sec. Donc sur l'ensemble de l'année, au final, le sol, il est plus sec. Vous avez ici 2022. 2022, c'est la courbe rouge en gras. Et on voit bien d'ailleurs qu'on a atteint le pic du record le plus important en France de sécheresse. Devant 76 et devant 2003. Et ce qu'on dit souvent, et ce que je vous ai dit à la diapo précédente, c'est que l'année 2022 sera la norme de l'année 2050. Donc ça nous laisse à peu près 30 ans pour s'adapter à cette nouvelle réalité climatique et forcément adapter l'agriculture. Un phénomène nouveau que vous avez certainement remonté sur les réseaux sociaux, ce sont les sécheresses éclairs, on l'appelle plus communément l'effet sèche-cheveux. Et ça a été caractérisé en 2022, notamment après l'épisode que nous avons vécu dans le sud de la France en 2019. Je vais revenir dessus. Donc il y a deux types de sécheresse classiques. La sécheresse agricole ou édaphique, c'est une sécheresse de surface, et la sécheresse hydrologique, c'est une sécheresse en profondeur dans les nappes phréatiques. Elles peuvent être couplées ou non. En l'occurrence, cette année, on avait les deux. Ces sécheresses-là mettent plusieurs semaines à plusieurs mois à s'installer. Ça fait depuis à peu près le 1er janvier qu'il pleut très peu en France, et ces sécheresses-là ont mis 8 mois à s'installer. Ce n'est pas le cas de la sécheresse éclair. La sécheresse éclair, il peut y avoir de l'eau dans le sol, et c'est une sécheresse extrêmement rapide. Le cas du 28 juin 2019 est un exemple dans le sud de la France, où on a observé 46 degrés, avec 10%, 8% d'humidité et 50 km/h de Mistral. En gros, ce sont les conditions que vous avez à la sortie de vos sèche-cheveux. C'est pour ça qu'on a appelé ça l'effet sèche-cheveux. Et sur la photo, si vous ne la voyez pas très bien, on voit des rangs de vignes entiers qui ont brûlé en une après-midi, alors qu'il y avait de l'eau dans le sol. C'est simplement que la sécheresse éclair ne prend pas en compte l'eau qui est dans le sol, elle prend en compte les conditions au-dessus du sol. Lorsqu'il y a du vent, des fortes températures et une humidité très basse, l'évapotranspiration est très importante et donc la plante ne suit pas cette perte en eau et il se forme des bulles d'air à l'intérieur de la plante qui bloquent la circulation de l'eau et tout ce qui est après cette bulle d'air brûle en quelques heures. C'est ça, la sécheresse éclair, et c'est une nouvelle réalité qui a concerné le maïs en 2012 avec 38 milliards de pertes en 4 jours, alors qu'il y avait de l'eau dans le sol. Et ça concerne de plus en plus le maïs et le tournesol en France. Donc lorsque vous avez des conditions venteuses, c'est une sécheresse éclair qui se met en place. Et on a pu le voir sur les forêts dans la région qui ont subi énormément ces sécheresses éclairs. Les gelées tardives maintenant. J'ai parlé des sécheresses, on va parler des gelées. En observation, là vous avez pour Saint-Dizier, pour Nîmes, je prends des villes un peu partout en France parce que je considère que le changement climatique, c'est pas seulement ici, c'est national. Donc on a une diminution du nombre de jours de gel par an. C'est normal, le climat se réchauffe, il gèle de moins en moins. Par contre, en avril 2021 et en avril 2022, on a eu des milliards d'euros de dégâts sur l'agriculture alors qu'il est censé geler moins avec le changement climatique. Pourquoi ? Simplement, c'est que on a des périodes de douceur plus importantes en hiver et donc par conséquent des végétaux qui se réveillent plus tôt. Ça c'est valable pour l'arboriculture et la viticulture. Donc s'ils se réveillent plus tôt, les parties végétatives se retrouvent à l'air libre et donc exposées au gel. Et lorsqu'on sont exposées au gel, elles peuvent brûler. Donc un dépouillement plus précoce entraîne des dégâts
plus important malgré qu'il y a moins de gel avec le changement climatique. 4 milliards d'euros de pertes en 2021, moins 62% pour la cerise, moins 30% pour la vigne, l'une des pires récoltes depuis des dizaines d'années. Malheureusement, ça s'est reproduit en 2022 avec un peu moins de pertes cependant. Si je projette, vous avez ici la référence au climat actuel et le climat futur. Vous voyez que dans votre région, on a à peu près 30 à 40 jours de gelée par an. Dans un climat futur, on n'en aura que 0 à 10. Moins de gel, des gelées tardives de plus en plus rares. Donc, au lieu d'avoir des gelées tardives au sein de glace, ce qu'on dit d'habitude, on aura plutôt des gelées tardives mi-avril. Donc, les seins de glace, ce sont plutôt les seins de mi-avril. Et ça, c'est une figure très importante, parce que comme je vous ai dit, on a la référence ici et d'ici 2050, la période des gelées se décale dans le temps. Ça s'arrête plus tôt, les gelées sont moins fortes. Par contre, la période de débourrement, ce qui nous intéresse en agriculture, elle se décale aussi, puisqu'il fait plus tôt. Donc la période de risque, où il y a des risques de gel, lorsqu'on a débourré, elle est plus importante dans un contexte de changement climatique que sans le changement climatique, et c'est pas dû au gel, c'est dû à la douceur hivernale. Je passe maintenant aux canicules, avec une très belle photo que j'ai faite il y a 3 semaines, entre le Pic Saint-Lô et l'Ortus, si vous connaissez, c'est du côté de Montpellier. Vous connaissez certainement plus le vin qui se produit là-bas que la montagne. Les canicules, je passe rapidement sur cette figure. Vous voyez, pour Chartres et pour toute la France, on a gagné 1,6 degré depuis 1959. Donc ça, c'est la figure que vous voyez régulièrement à la télévision. Le climat se réchauffe. Ce qui nous intéresse en agriculture, ce n'est pas forcément la température moyenne, mais c'est les nombres de jours extrêmes. Vous avez ici le nombre de jours à plus de 25 degrés à Strasbourg. Il a été multiplié par 2 à 60 ans. On avait à peu près 30 jours au-dessus de 25 degrés à Strasbourg. Maintenant, on en a 60 par an. C'est la même chose à Brest, c'est la même chose à Montpellier, et c'est la même chose ici partout pareil en France. Ce qui nous intéresse, comme je dis, c'est les événements extrêmes, parce que c'est ça qui va impacter notre agriculture. Vous avez aussi un graphique depuis les années 40. Des sécheresses, plus la bulle est importante, plus la sécheresse est forte. 2003, je vais vous apprendre, c'est la sécheresse et la canicule la plus importante qu'on ait connue en France. Et vous avez les 3 canicules de 2022, donc j'ai mis à jour le graphique. Et vous remarquerez que les bulles se battent de plus en plus pour apparaître sur le graphique, c'est simplement que les canicules sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues, de plus en plus hors saison, en juin et en septembre, et de plus en plus intenses. Si je projette maintenant, d'ici 2100, vous avez ici la température moyenne en France actuellement et d'ici 2100. 14 degrés de température moyenne à Montpellier actuellement, ces 14 degrés-là se retrouveront à Paris. C'est-à-dire que le climat de Montpellier remonte. À Montpellier, on aura plutôt un climat de l'Andalousie et qui s'approchera du climat de l'Andalousie. Ici, dans le sud-ouest de la France, on aura 16 degrés de température moyenne, contrairement à 12 ans. On va gagner 4 degrés. Ce qui nous intéresse, c'est le nombre de jours à 35 degrés, parce que c'est à partir de 35 degrés que la floraison du maïs subit des dégâts. Et bah oui, avant les années 2000, on atteignait les 35 degrés une fois par an. Maintenant, quand on regarde la télévision, les 35 degrés, ça nous paraît ridicule, même les 40, on n'y prête plus attention. Bah sur le graphique, on atteindra les 35 degrés 20 jours par an en moyenne, c'est-à-dire que certaines années, il y aura 10 jours et d'autres, il y en aura 40. Cette année-là, on a atteint les 35 degrés peut-être 30 ou 40 fois dans cette région. Ça correspond à un climat qu'on aura d'ici 2050. Et vous avez le même graphique à vue que je vous ai montré tout à l'heure, mais cette fois-ci, jusqu'en 2100. 2003 est là. Donc 2003, c'est une canicule qui a duré 15 jours avec une température moyenne de 29,5. Parce qu'on prend le matin aussi pour faire la température moyenne. En 2100, on aura des canicules qui atteindront les 80 jours, donc tout l'été, avec une température moyenne de 34 degrés. Et concrètement, ce que ça donne, vous avez ici à 3 un graphique, on faut regarder la courbe en rouge, c'est la température maximale, où il fera 32 degrés le matin et 48 degrés l'après-midi pendant 6 jours. En gros, autant vous dire que là, n'importe quel maïs ou même sorgho ne résistera pas forcément à ces températures-là. C'est la panique dans les EHPAD en général à ces niveaux de température, mais il n'y a pas seulement que les EHPAD, il y a également des personnes qui sont moins âgées qui peuvent subir ces températures.
Avant les années 2000, on atteignait les 40 degrés en France 1 an sur 50. Après les années 60, on les atteindra tous les ans et on aura les 45 degrés 1 an sur 50. Je vous ai dépeint la climatologie. Maintenant, je vais vous dépeindre l'agroclimatologie, quels impacts ça a sur l'agriculture. Déjà, il y a une évolution des pratiques. On n'a pas forcément attendu que j'intervienne ici pour qu'on voit qu'il y a un changement climatique et qu'on adapte les pratiques. Vous avez ici l'évolution de la date de semis du maïs en fonction des années. Le graphique s'arrête au début des années 2000 parce que je n'ai pas de réactualisation. Mais en gros, il y a moins de gel, on peut planter le maïs plus tôt, mais il y a également des évolutions de précocité, d'évolution génétique. Ça, c'est intéressant parce que planter le maïs plus tôt, ça permet d'éviter les fortes chaleurs pendant la floraison. Ça s'appelle la stratégie d'évitement. Ensuite, on a une accélération du cycle du maïs et je vais rien vous apprendre parce que cette année, on récolte le maïs beaucoup plus tôt que d'habitude. Donc là, vous avez les dates de récolte du maïs en Nouvelle-Aquitaine. On a gagné chaque 10 ans, on gagne à peu près 4 jours de précocité en moyenne. Donc on récolte le maïs plus tôt parce qu'il fait plus chaud, il se développe plus vite. Ensuite, vous avez l'humidité du grain à la récolte pour le maïs en Nouvelle-Aquitaine ici. Voilà, c'est intéressant, parce que l'humidité du grain, vu qu'il fait plus chaud, le grain sèche plus facilement sur pied, et donc on récolte le maïs avec une humidité du grain inférieure à ce qu'on avait dans les années 70. Ça, c'est intéressant, notamment dans le cas de la facture d'énergie qui est un peu élevée, et ça permet de faire quelques économies. Ensuite, on a une évolution de la phénologie, donc des dates de floraison, des dates d'éclosion, enfin, c'est la vie de la plante, quoi. Et là, j'ai pris ce graphique de la vigne, parce que je le trouvais très intéressant, ça ne concerne pas forcément le maïs, mais je trouve ça très intéressant parce qu'on a les évolutions de la vendange à Beaune depuis 1371. Donc ça fait plusieurs centaines d'années. Et on voit bien que dans un climat à peu près stable, la date de vendange évolue autour d'une moyenne qui était fin septembre. Maintenant, on récolte à Beaune plutôt début septembre ou fin août. Et on voit bien l'impact du changement climatique sur les vendanges, avec le décrochage complet de la courbe qui montre bien qu'on peut voir le changement climatique sans un thermomètre. Donc on a juste à regarder les végétaux. Et je pense que vous en êtes plus conscient que la majorité de la population, vu que c'est vous qui voyez les végétaux. Cette tendance est vue sur tout l'hémisphère nord. La phénologie pour le maïs et pour le blé, elle sera raccourcie de 7 à 10 jours encore en plus d'ici 2050 et de 15 à 20 jours en plus d'ici 2070. C'est-à-dire que les phases de remplissage du grain, les phases de floraison ne seront plus en accord avec les canicules. Pour le maïs, par exemple, on a un glissement de la phase du remplissage des grains qui va tomber dans les mois les plus chauds de l'année. On appelle ça l'échaudage, c'est-à-dire qu'on a plus de probabilité d'avoir de canicules pendant les phases sensibles. Pour le blé, c'est l'inverse. Il raccourcit son cycle, donc les canicules qui arrivent plutôt maintenant à partir du 15 juin, normalement c'est en juillet, en fait il va les éviter. Pendant la floraison du blé et le remplissage du grain, il y aura de moins en moins de canicules au fil du temps puisque le cycle est plus court. Ça c'est la stratégie d'évitement qui ne sera pas forcément la même pour le maïs. Par contre, on peut induire une stratégie d'évitement en plantant plutôt pour recaler en fait ces cycles de sensibilité aux canicules. Vous avez ici l'évolution moyenne de la production de blé en France depuis 1815. Moi j'adore l'histoire de l'agriculture et je trouve ça super intéressant de vous montrer cette figure parce que vous voyez depuis les années 50 on a une évolution très importante du rendement. On a presque multiplié par 7 le rendement et ça c'est pas grâce à moi, je n'existais pas, c'est notamment grâce aux agriculteurs qui sont présents mais aussi à la génétique, à la recherche, à la mécanisation, on a pu le voir tout à l'heure. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle le progrès. Donc le progrès, c'est la révolution verte qui a fait qu'on a multiplié par 7 les rendements et qu'on n'a plus de famine après une sécheresse. Si on n'aurait pas eu ce progrès-là, je peux vous dire que Macron il serait destitué le mois prochain parce qu'on aurait tous faim, surtout avec une sécheresse comme 2022. Cependant, on remarque que depuis les années 2000, on a une stabilisation du rendement du blé. Alors que depuis les années 2000, on n'a jamais fait autant de progrès. C'est simplement dû que les effets négatifs du climat sont compensés par le progrès génétique
et par la mécanisation, par la chimie, etc. Le climat renverse la tendance et on observe de plus en plus des pics vers le bas qui correspondent à des événements climatiques. Vous avez 2016, un excès d'eau pendant la période de récolte et des inondations d'ailleurs du côté de Orléans. L'autoroute a été bloquée d'ailleurs. Et vous avez des pics vers le bas à cause des sécheresses que nous avons cette année. Je n'ai pas encore les chiffres. Et donc, la science s'est emparée de ce problème et on a montré que il y a 3 raisons avancées. La modification des rotations, il y avait moins de légumineuses, mais 70 à 80% de l'explication, c'était un déficit hydrique pendant la montaison et le remplissage du grain, et un échaudage, donc un excès de température, pendant le remplissage. 10% aussi, c'est une interdiction des produits phytosanitaires et une désintensification voulue par les politiques. Le même graphique maintenant pour le maïs, un exemple de l'Eure-et-Loire depuis les années 40, après la guerre. Vous avez ce progrès que je vous ai indiqué, le progrès génétique qui est très flagrant. Le rendement, il a été multiplié par 5 sur le maïs, grâce à la technique, grâce à l'agronomie et grâce aux agriculteurs. Cependant, la tendance est à la stabilisation progressive, c'est-à-dire que le maïs, on a de moins en moins de gains de rendement d'année en année. Il n'y a pas l'année 2022, l'année 2022, on a une très forte chute. Là, il n'y est pas parce que le graphique n'est pas à jour, mais en 2022, on se retrouverait dans les niveaux plutôt des années 80. J'espère que ce sera juste une année ponctuelle. Donc pour le maïs, c'est exactement la même chose, déficit hydrique, échaudage, donc excès de température, et des avortements de grains au-dessus des 35 degrés, c'est ce qu'on a observé cette année. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de stabilisation. Il y a toujours un petit progrès, mais on verra dans cette figure-là que ce ne sera pas forcément le cas dans l'avenir. Donc là, j'ai mis le maïs et le blé jusqu'en 2050, voire même 2100. Vous avez les courbes pleines, donc pas en pointillé, qui sont l'observation schématique. Le blé, ça se stabilise, le maïs, ça commence à se stabiliser, en gros, la hausse ralentit. Et vous avez des projections pour le nord et le sud par rapport aux effets climatiques que je vous ai montrés dans les cartes précédentes. Donc le sud, il y aura de plus en plus de sécheresse. Le blé va continuer à se stabiliser pour le nord, donc le rendement va rester stable. Par contre, pour le sud, on va avoir une diminution du rendement pour le blé, mais qui ne sera pas forcément aussi conséquente que celle du maïs, qui pousse lui sur l'ensemble de la saison estivale, qui va subir toutes les sécheresses et les canicules. Du coup, on a une stabilisation dans le nord, donc on peut toujours produire du maïs en France, malgré ce qu'on peut voir dans les médias parfois, et on a une forte diminution des rendements qui est attendue dans le sud de la France, notamment dans les années les plus importantes de sécheresse, comme cette année. Alors il y a différentes pistes d'adaptation et d'atténuation. Vous savez très bien, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, il y a des adaptations génétiques, le progrès génétique qui peut être fait. Cependant, depuis 50 ans, on a beaucoup travaillé sur la beauté des fruits, ça fait pour les fruits et légumes, la résistance aux maladies, la tenue, la calibration aussi des produits pour les machines. On a un peu moins travaillé sur la résistance à la sécheresse et aux canicules, et ça, il faut réintroduire les gènes dans la sélection variétale pour rattraper le retard sur ces éléments-là. Ensuite, on a aussi de la génétique, mais cette fois-ci, ce n'est pas des variétés, c'est des espèces, de nouvelles espèces qui peuvent arriver. Je sais qu'il y a des essais de pistage dans le sud de la France, mais il y a également le miel, le sorgho, qui sont des espèces plus résistantes à la chaleur, on verra tout à l'heure, et qui peuvent être intéressantes, mais il faut avoir une filière économique derrière et un aspect économique plus fort que ce qu'on a actuellement. Ça, c'est pas votre rôle, c'est le rôle de l'État. On a une évolution des travaux agricoles. L'exemple classique, c'est la date de semis du maïs, mais également des techniques de conservation du sol. Alors, il n'est pas question d'avoir une agriculture de conservation des sols sur toute la France dans l'avenir, parce qu'il faut l'adapter au type de sol, au type de microclimat, mais c'est de prendre certaines techniques qui peuvent être intéressantes pour favoriser la matière organique dans le sol et par conséquent augmenter la retenue en eau, et c'est ce qui sera important en cas de sécheresse. Ensuite, on a l'agriculture connectée. Je vois qu'il y a plein de choses ici sur les nouvelles techniques numériques qui peuvent permettre la gestion des ressources, mais également l'aide à la décision. Je ne veux pas trop développer parce que c'est la présentation cet après-midi. On a des évolutions techniques. Il n'y a pas que la science, il y a également les évolutions techniques de terrain et les modifications de pratiques. Donc le technique, on a les bassines, par exemple, qui peuvent être une aide avec certaines limites,
mais aussi l'amélioration des outils d'irrigation pour éviter les pertes en eau ou les fuites. Et dans les atténuations, c'est ce qui a été dit au début, l'agriculture a un rôle très important à jouer sur le stockage du carbone. C'est le seul pôle de l'économie qui actuellement est convaincant sur la réduction des gaz à effet de serre. On est les seuls, on n'a pas besoin d'inventer des technologies venant de je ne sais où. On a la photosynthèse, et la photosynthèse c'est la seule technologie qui existe actuellement pour récupérer du carbone dans l'air, et ensuite le stocker dans le sol. Et on est à l'agroforesterie, je ne m'étalerai pas dessus, cultiver du maïs sur les arbres, parce que je n'ai pas encore trouvé... Alors c'est très convaincant sur le papier dans la recherche, sur la biodiversité, sur le carbone. Par contre, je ne suis pas encore convaincu sur l'aspect économique. Il faut avoir les deux pour le mettre sur le terrain. C'est là la différence entre la recherche et le terrain. Je finirai sur les cas polémiques. On a une belle photo ici de Barcelone avec la Sagrada Familia, vous pouvez voir en petit. Là. Je suis à l'heure. Alors, pour le sorgho, on va commencer. Je vais vous présenter les résultats scientifiques et les connaissances que j'ai actuellement. Si vous en avez des différentes, n'hésitez pas à les partager. Je ne suis pas la connaissance incarnée, je considère qu'il va y avoir un échange. Et sur les cas polémiques, surtout sur les cas polémiques. Donc vous avez ici l'évolution des espaces biogéographiques. Donc en gros, ce sont les zones d'implantation des cultures ou des arbres, ou des insectes, ou voilà. L'homme s'adapte, il construit des maisons, mais les arbres n'ont pas de protection, donc ils dépendent du climat. Par exemple, la zone du chêne vert méditerranéen, il est en Méditerranée, elle remontera jusqu'à Lyon et jusqu'à Toulouse, voire ici, d'ici 40 ou 50 ans. La zone biogéographique du chêne vert remonte vers le nord avec l'évolution du climat. C'est la même chose pour le sorgho. Le sorgho, la plupart de la France aujourd'hui, se situe dans une zone possible. C'est-à-dire qu'on peut possiblement cultiver le sorgho, mais certaines années il ne poussera pas, ou certaines années il ne sera pas autant rentable que d'autres cultures. Avec l'évolution de la biogéographie, d'ici 2100, la zone optimale du sorgho remonte. C'est-à-dire que c'est la zone intéressante, c'est là où on se retrouvera avec une rentabilité intéressante dans le cas du sorgho. Par contre, la zone possible remonte également par le sud. C'est-à-dire que la zone optimale, il y a aussi le sud où il fera trop sec, où même le sorgho ne pourra pas pousser. Là, c'est plus le cas de la désertification, ça concerne plus l'Andalousie que d'autres régions. Vous avez ici les résultats scientifiques pour les 5 principales céréales cultivées dans le monde. C'est la courbe de réponse à la température. Vous avez en abscisse les températures, en ordonnée le développement. Et donc on a une température optimale de croissance pour toutes les espèces connues dans le monde. La courbe rouge, c'est celle du sorgho. La température optimale de croissance du sorgho est 35 degrés. Au-dessus de 35 degrés, on a une décroissance, il fait trop chaud. Celle du maïs est à 31 degrés. Comme celle du riz, on n'aura pas de riz ici, vu qu'il y a des problèmes d'eau. Mais on a aussi le sorgho et barley et l'orge. On est à 27 degrés. C'est pour ça qu'il y a plus de blé dans le nord de la France. Donc on voit bien déjà que le sorgho, sa température optimale, elle est plus haute que les 5, c'est la température la plus haute des 5 principales céréales cultivées. C'est un résultat scientifique qui a été montré de très nombreuses fois. Mais attention, c'est pas magique, le sorgho est aussi sensible à partir de 35 degrés lors de la floraison pour la fécondation des grains. Donc quelques nuances à apporter quand même. Vous avez ici un graphique comparant le sorgho et le maïs avec l'eau cette fois-ci. Avant on avait la température, maintenant c'est l'eau. Plus on va vers cette direction, je ne sais pas si c'est gauche ou droite, mais plus on va vers cette direction, plus il y a d'eau dans le sol, et plus on se rapproche de moins il y a d'eau dans le sol. Donc on regarde le petit cadre bleu. C'est sans stress hydrique. Donc là il y a de l'eau. Le maïs, quand il y a de l'eau, il pousse beaucoup mieux que le sorgho. C'est pour ça qu'on a du maïs ici, qu'on n'a pas forcément de sorgho. Ça c'est très intéressant parce qu'en gros, le maïs est plus rentable que le sorgho lorsqu'il y a de l'eau. Cependant, l'évolution climatique, on va de plus en plus se rapprocher de moins et on va se situer dans le cadre en rouge, où là on a une inversion de la tendance, c'est que le sorgho va produire plus de matière sèche dans les cas extrêmes que le maïs, puisqu'il est plus résistant à la sécheresse du fait de plusieurs facteurs. Parce qu'il y a un système racinaire qui va chercher l'eau en profondeur, mais également une structure de la feuille qui est plus intéressante. Alors, je vous ai montré les résultats scientifiques.
Et il faut garder une distinction entre la science et le terrain. Parce que le sorgho, si on regarde les résultats scientifiques, on se demande pourquoi il n'est pas plus cultivé en France, mais c'est qu'il y a des limites. Forcément, sinon tout le monde se mettrait à mettre du sorgho, c'est si rentable que ça. Déjà de 1, la filière est à consolider, parce que celle du blé, du maïs est très développée en France, mais celle du sorgho, la filière, c'est vraiment la production, la récolte, le stockage, la transformation, et la distribution et la consommation. C'est tout de la fourche à la bouche qui est la filière. Ensuite, les efforts de sélection génétique, ils ont été faits énormément sur le blé et le maïs. Simplement, c'était plus rentable dans le climat passé, mais maintenant, il va falloir faire des efforts de sélection génétique également sur le sorgho ou d'autres cultures. Et un point très important, c'est que la production du sorgho, elle est inférieure en matière sèche, en poids, à celle du maïs dans un climat actuel. Donc c'est pour ça que planter du sorgho, ce serait se tirer une balle dans le pied et si on se met à faire du sorgho dans toute la France. Notamment sur les sols qui sont peu profonds, notamment sur les sols qui sont profonds, parce que le maïs, il peut aller chercher de l'eau en profondeur, il y aura toujours de l'eau dans les sols profonds. Le sorgho sera par contre plus rentable éventuellement d'ici 2050 sur les sols qui sont moins profonds, donc avec moins d'eau qui peut être retenue par rapport au maïs. Et on a observé cette année ponctuellement des agriculteurs qui avaient un rendement de sorgho plus important que le maïs sur certains types de sols. Donc c'est une réflexion, on va dire un bon sens paysan qu'il faut avoir. Il ne faut pas forcément écouter ce qu'on dit dans les médias. Le sorgho, on ne va pas en mettre partout. Il faut l'adapter au type de sol, au type de climat. C'est une solution, mais ce n'est pas, et certainement pas, la solution pour lutter contre le changement climatique. Donc le problème est beaucoup plus complexe qu'un oui-non, un truc binaire qu'on essaye de nous faire dire dans les médias. En fait, le sorgho est complémentaire au maïs et il sera de plus en plus complémentaire progressivement au fil du changement climatique. Et je continue sur les bassines, ce sera mon dernier point tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a une modification de la répartition des précipitations sur l'année. Il pleut plus en hiver, il pleut moins en été. Et donc pour cela, dans votre potager, vous avez un récupérateur d'eau sur le toit qui vous permet de redistribuer l'eau lorsqu'il n'y en a pas. Pour l'agriculture, c'est la même chose, à des échelles bien sûr beaucoup plus grandes, avec des problématiques environnementales beaucoup plus importantes à gérer. Donc ce stockage de l'eau, il devient essentiel, voire même inévitable, pour continuer à nourrir la population. Si on ne se met pas à trouver une solution sur le stockage de l'eau ou sur la gestion de l'eau, on aura des problèmes à l'avenir, notamment dans la partie sud-ouest de la France, où on aura des sécheresses très importantes. Par contre, c'est là où il faut faire attention, notamment au niveau de la communication, c'est que lorsqu'on a une bassine, on a pu en construire une, il faut faire évoluer en parallèle les pratiques agricoles. Parce que le changement climatique, lui, ne s'arrête pas. Votre bassine, si vous continuez à produire de la même façon, au niveau du sol, au niveau de la variété, au niveau de la génétique des plantes, au niveau de votre système d'irrigation, si vous ne faites rien évoluer en parallèle, votre bassine ne sera plus suffisante, puisque le changement climatique avance, elle a été calibrée sur une certaine quantité d'eau, elle sera plus suffisante pour irriguer le maïs tout l'été si on ne travaille pas en parallèle sur d'autres problématiques de consommation d'eau. Et ça, c'est très important, déjà de 1, pour donner une meilleure acceptabilité des projets de bassines, et de 2, pour faire évoluer le système agricole vers une production peut-être un peu plus résiliente dans le cas du changement climatique. Donc il faut les deux. Il faut certainement faire des bassines, mais également il faut faire une évolution du système agricole en parallèle. Donc, par exemple, des couplages d'outils d'aide à la décision, je pense qu'il y en a ici. Je travaille aussi sur des outils d'aide à la décision sur l'irrigation, au niveau de la parcelle, au niveau du bassin versant, couplé à des prévisions saisonnières à 3 mois pour voir si la quantité d'eau stockée est suffisante pour tenir toute l'année, pour voir s'il faut irriguer ou moins irriguer même si on a une bassine. Également la préservation du sol, donc des techniques de l'agriculture de conservation du sol, moins de labour, alors je sais bien que c'est bien compliqué sur les sols argileux, mais moins de labour, des couverts végétaux de plus en plus longs sur l'année, le sol doit être couvert pour éviter les rayons solaires, pour éviter l'évapotranspiration, mais également faire vivre la structure du sol pour gagner quelques millimètres d'eau retenue dans le sol. Et encore une fois, rien n'est magique en agriculture, même l'agriculture de conservation des sols, dans le cas de sécheresse très importante, elle ne fera pas face à ces sécheresses.
elle pourra permettre de gagner une semaine peut-être par rapport à un sol qui a moins de réserves utiles en eau. Mais c'est pas magique non plus. Et moi je parle de non-maximisation du rendement. J'ai vu ça dans le rapport, un des rapports de l'État. C'est-à-dire que certaines années où la sécheresse est trop importante, il faut garantir une sécurité alimentaire minimum. Mais on ne pourra pas maximiser le rendement parce que si on irrigue trop, les bassines seront à sec, notamment en 2050 quand on aura les grosses sécheresses, les bassines ne suffiront plus. Donc voilà, des bassines oui, mais il faut les étudier, bien sûr, ça dépend des nappes phréatiques, ça dépend de plein de choses, il y a plein d'études qui doivent être faites dessus, avec une évolution des systèmes agricoles en parallèle. Je vous laisse sur cette photo que paraît bien sombre, qui a été une photo que j'ai prise à Cannes le 4 août 2020, avec un orage monocellulaire isolé sur les étoiles, la pleine lune et un extra nuageux. Bon, c'est un peu technique, mais c'est des termes scientifiques pour décrire ce qui se passe. Donc dans la baie de Cannes, qui a été élue la plus belle photo du monde en 2021. Donc voilà, je vous la partage sur une belle image. J'ai mis un this is the end pour la fin du diapo, mais c'est pas la fin de l'agriculture, c'est pas la fin du monde, je suis loin de penser ça. Il y a énormément d'adaptations à voir et je pense qu'on peut garder quand même quelques touches positives, notamment par rapport à tout ce qui se présente ici, sur comment adapter notre agriculture, parce qu'il faut qu'on reste un acteur mondial de l'agriculture et pas qu'on se fasse dépasser par la Russie et l'Ukraine qui auront un avantage climatique qui, eux, le changement climatique sera favorable, contrairement à Chine. Merci à tous.